Bonjour, je suis Chantal Sauvageau. Alors, je vais enchaîner avec la narration de cette troisième présentation, des trois présentations destinées aux infirmières scolaires sur la vaccination contre les VPH. Donc, à la fin de cette troisième présentation, nous devrions avoir répondu à certaines questions que vous pouvez avoir des parents sur le programme de vaccination contre les VPH. Une question fréquente qu'on peut entendre, c'est quelle est la durée de protection de la vaccination contre les VPH? On a des données jusqu'à 14 ans de suivi. Par contre, la durée est estimée à plusieurs décennies. On n'a toujours pas de lésions associées au type inclus dans les vaccins parmi les personnes qui ont été suivies et qui n'étaient pas infectées au moment de la vaccination. Les études se poursuivent pour évaluer la protection à long terme. Donc, est-ce qu'on peut dire que la durée n'est que de 14 ans? Non, elle est d'au moins 14 ans et probablement à beaucoup plus long terme que ça. Les études se poursuivent. Parfois, on peut entendre aussi, si ma fille est vaccinée, elle n'aura donc pas le cancer du col de l'utérus. Ben, effectivement, la vaccination contre les VPH diminue considérablement son risque. Par contre, les vaccins actuellement disponibles ne protègent pas contre tous les types de VPH, mais bien contre les principaux responsables des cancers associés au VPH. Mais comme ils ne contiennent pas tous les types, on encourage donc les personnes à continuer à participer aux activités de dépistage du cancer du col de l'utérus selon les recommandations qui sont en cours. Et on sait qu'actuellement, il y a une transition des activités de dépistage en passant du test PAP vers un test de détection des infections au VPH. Et plus d'informations sont disponibles sur le site du ministère de la Santé. Est-ce que si je préfère, je pourrais utiliser plutôt uniquement le dépistage du cancer du col? Est-ce que c'est vraiment une alternative à la vaccination? On a tendance à répondre non parce que oui, ils sont complémentaires, mais la vaccination agit bien en amont. Elle prévient l'infection, la maladie. Le test de dépistage va détecter la présence de la maladie une fois qu'elle est présente. Puis, on sait que le test de PAP, il est imparfait, hein, il est peu sensible, il manque son coût environ une fois sur deux. Puis, la venue du nouveau test là, de VPH, détection directement des infections, a l'avantage d'être plus sensible, devrait aider ce volet-là. Il y a aussi des impacts associés aux tests anormaux. Donc, encore mieux prévenir l'infection que d'attendre d'être dépisté à un moment où on a déjà une possible lésion. Bien sûr, de savoir qu'on a une lésion, ça amène un stress, ça amène des traitements, des investigations supplémentaires qui peuvent, entre autres, endommager le col de l'utérus et avoir des impacts négatifs sur des grossesses à venir. Pour l'instant, il n'y a pas de dépistage reconnu de façon systématique pour les autres cancers associés au VPH, ce qui fait que la mesure préventive disponible est la vaccination. Est-ce qu'il est vrai qu'on n'a pas de preuve que le vaccin réduit directement les cancers? Donc, au cours des premières années des programmes de vaccination, c'était le cas. On n'avait pas encore eu le temps, le délai, comme il y a un long délai entre l'infection et les cancers pour avoir ces données-là. Mais ce n'est plus le cas. On en a maintenant. Donc, entre autres, dans la première présentation, on a pu voir même les tableaux des études publiées, comme celle en Suède, qui montrait une réduction du cancer du col de l'utérus de 88 si les personnes étaient vaccinées avant l'âge de 17 ans. L'étude au Danemark, la réduction directement du cancer du col de l'utérus de 86 si la vaccination était réalisée avant l'âge de 16 ans. Puis aussi une étude aux États-Unis au niveau du cancer de l'oropharynx qui montrait que les personnes vaccinées avaient 19 fois moins de risques que les personnes qui étaient non vaccinés ou à l'inverse, les non vaccinés avaient 19 fois plus de risques de développer un cancer de l'oropharynx comparativement à celles qui avaient été vaccinées. Est-ce que la vaccination contre les VPH est sécuritaire? Oui, elle est très sécuritaire. Elle a été étudiée vraiment de façon extensive. Donc, on a aussi des programmes en place à grande échelle depuis plus de 15 ans
Puis les études cliniques ont débuté il y a plus de 25 ans. C'est plus de 500 millions de doses là, qui ont été distribuées à l'échelle de la planète. Comme avec n'importe quel autre médicament ou vaccin, bien sûr, il peut y avoir des effets indésirables, comme le principal étant la douleur au site d'injection. Une allergie peut survenir, c'est rare, mais quand ça survient, il faut agir rapidement. Donc, les vaccinateurs sont formés pour administrer, par exemple, l'adrénaline, d'où l'importance, après la vaccination, de rester au moins 15 minutes sur le site où il y a des personnes en mesure d'intervenir si jamais la rare allergie importante survenait. Il y a eu beaucoup d'allégations qui ont circulé, mais s'il y a bien des vaccins avec hépatite B qui ont été étudiés de façon extensive pour la sécurité, c'est bien les vaccins contre les VPH. Bien sûr, on peut avoir encore des éléments de la vie qui surviennent après la vaccination. L'important, c'est d'évaluer est-ce que ça survient davantage chez les personnes vaccinées ou en comparaison aux non vaccinés, ou est-ce que telle maladie est plus fréquente depuis qu'on vaccine en programme de vaccination VPH que dans les années antérieures. Donc, ces différentes études solides avec des grands nombres ont identifié aucun signal pouvant nous amener là, une crainte, une inquiétude au niveau de la sécurité des vaccins contre les VPH. Puis les études se poursuivent, la surveillance est là, des grands programmes là, comme les systèmes de surveillance qu'on a au Québec ou aux États-Unis sont fort utiles pour détecter les signaux d'alarme. Il faut faire la différence entre détecter des éléments qui surviennent après la vaccination de ceux qui sont directement causés par la vaccination. Donc, pour pouvoir arriver à cette conclusion-là, comme je le disais juste avant, il faut avoir des études qui comparent des personnes vaccinées à des personnes non vaccinées, comme on a une population qui est hautement vaccinée, donc les événements de la vie peuvent survenir et vont survenir dans des populations vaccinées comme presque tout le monde est vacciné. Donc, c'est très important d'avoir ces systèmes de surveillance qui allument des signaux, puis ensuite rapidement mettre en place des études plus importantes avec des groupes de comparaison pour voir s'il y a un élément indésirable qui est causé par le vaccin. Et donc, ces systèmes sont toujours en place à l'échelle ici au Québec, mais dans d'autres pays. Et ça se poursuit, l'évaluation de la sécurité de ces vaccins-là. Par exemple, pour montrer que ces éléments-là, ces systèmes-là sont utiles et fonctionnent, on a eu un signal qui était d'abord survenu en France qui montrait, oh, peut-être une petite augmentation du syndrome Guillain-Barré à la suite de la vaccination des personnes qui avaient été là, vaccinées avec les vaccins VPH. Puis ensuite, d'autres études ont été mises en place dans d'autres pays pour voir est-ce que nous aussi, on observe cette association-là, même s'ils n'avaient pas eu de signaux de leur système de surveillance. Et non, on a mené ici aussi au Québec cette analyse et on n'a pas observé d'association entre la vaccination VPH et le syndrome de Guillain-Barré. Une question qu'on peut avoir souvent, pourquoi vacciner les jeunes en 4e année du primaire, donc soit à 9-10 ans, contre une infection transmissible sexuellement, ce qui n'est pas un peu tôt? C'est vraiment à ces âges-là, donc entre 9 et 13 ans, qu'on voit la meilleure réponse en anticorps à la suite des vaccins contre les VPH. C'est aussi le cas pour les vaccins qui ressemblent à ceux VPH, l'hépatite B par exemple. On sait que c'est important d'être vacciné idéalement avant l'infection, donc avant le début de l'activité sexuelle. On a maintenant plusieurs études qui nous montrent qu'il n'y a pas d'enjeu d'augmenter la précocité des relations sexuelles chez les jeunes si on les vaccine contre une ITS. On avait déjà un programme de vaccination scolaire à cet âge-là. Puis, pour bien d'autres vaccins, on va vacciner bien avant l'exposition, comme par exemple la rougeole. Puis d'autres vaccins sont recommandés. Donc, justement, on veut que ce soit des vaccins utilisés avant l'infection en prophylaxie. Donc, c'est important d'agir bien avant et de les vacciner au meilleur moment. Pourquoi vacciner les garçons? Eh bien, les garçons ont autant la probabilité d'être infectés par des VPH que des filles. Ça peut causer des cancers de la gorge, de l'anus, du pénis, des condylomes, comme
C'est le cas donc pour l'ensemble des genres. Là, il y a plusieurs sites anatomiques associés aux infections au VPH qui peuvent avoir des conséquences négatives. On n'avait pas au départ de données d'efficacité chez les garçons, ce qui fait que les premiers programmes ont été implantés d'abord chez les filles, mais les études ont été réalisées par la suite et ont montré l'efficacité élevée de la vaccination contre les VPH pour prévenir les infections et les différentes lésions associées au VPH qui sont présents aussi chez les garçons, chez les hommes. Même chose, la vaccination avant le début de l'activité sexuelle permet d'obtenir les bénéfices maximaux. Puis, toutes les filles ne sont pas vaccinées, alors ça permet d'offrir une protection directe à l'ensemble des garçons, puis aussi de bien protéger les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, qui ont moins la chance de profiter de l'effet de groupe de la vaccination des filles des premières cohortes. Combien de doses on doit administrer à une personne, à un jeune en quatrième année qui est immunodéprimé ou infecté par le VIH? On continue à recommander 3 doses de Gardasil 9 pour ces groupes. Puis, on a des petites différences. Là. Donc, pour les 9-13 ans, on va recommander un calendrier avec un espace de 6 mois entre les doses. Pour les 14 ans et plus, qui sont pour la plupart déjà actifs sexuellement, on va plutôt y aller avec un calendrier plus rapproché, avec 2 mois après la première dose, puis 6 mois après la première dose, là, pour la troisième dose avec le calendrier, donc 0, 2, 6 mois. Puis pourquoi le Comité sur l'immunisation du Québec, le SIC, recommande-t-il maintenant une seule dose? On a des études qui nous montrent que, particulièrement chez les personnes qui ont un bon système immunitaire, une seule dose est efficace. D'autres pays ont emboîté le pas avec une recommandation d'une seule dose de vaccin. Puis beaucoup de détails sont disponibles dans la deuxième présentation de ces 3 présentations. Qu'est-ce qu'on répond à un parent qui souhaite que son enfant reçoive 2 doses, de vaccin Gardasil 9 en milieu scolaire et pas uniquement la dose qui est recommandée et qui est gratuite? Bon, donc, ce qui va être offert par les infirmières scolaires, ce sera bien une dose de Gardasil 9 en quatrième année, bien sûr, ici pour les jeunes immunocompétents. Mais un parent qui désirerait avoir une deuxième dose peut y avoir accès en prenant lui-même le rendez-vous en fonction de l'organisation des services locaux, là, que ce soit en centre de vaccination, en pharmacie ou en clinique. Par contre, cette deuxième dose de vaccin ne sera pas gratuite. Est-ce qu'une personne qui était déjà bien vaccinée avec le vaccin quadrivalent devrait recevoir aussi le vaccin non-avalent? Donc, la revaccination est sécuritaire, c'est permis, mais ce n'est pas gratuit. Donc, la protection contre les 5 types de VPH supplémentaires est estimée à environ 12 un peu plus chez les femmes que chez les hommes, principalement parce que chez les hommes, c'est surtout les types 16 et 18 qui étaient déjà inclus dans le vaccin quadrivalent, là, qui sont responsables des cancers associés au VPH. Puis, à noter, puis c'est inscrit dans le protocole d'immunisation du Québec, que déjà une dose du vaccin non-avalent, après avoir reçu antérieurement le vaccin quadrivalent ou bivalent, va procurer des anticorps contre les 5 souches supplémentaires. La compagnie va recommander plus de doses, mais déjà une dose, bien qu'elle ne soit pas gratuite, pourrait ici aller chercher un petit supplément là, contre les 5 souches supplémentaires du vaccin non-avalent. Certains parents se questionnent comment parler à leur enfant là, de la vaccination contre les VPH. Donc, il y a vraiment des ressources intéressantes là, sur le site du ministère, puis certains autres qu'on a mis dans les diapositives, celle-ci là, et les suivantes. Et c'est bien sûr important de s'adapter à son enfant où on en est rendu dans les discussions qu'on a pu avoir avec notre jeune en fonction de son intérêt, de son degré de développement, puis c'est ça, des discussions qu'on a eues dans le passé. Puis, il n'y a pas d'obligation, si on ne se sent pas prêt, de parler de sexualité à cet âge-là pour pouvoir parler de la vaccination à son enfant. On peut tout simplement dire que c'est un vaccin contre des infections, des lésions qu'il pourrait avoir plus tard, qu'on le donne aux jeunes en bonne santé à cet âge-là. Puis, quand plus tard, il a des questions où on souhaite aborder le sujet de la vaccination VPH et des infections à VPH ou des modalités de transmission qui sont au niveau de l'activité sexuelle, il est toujours temps de le faire aussi plus tard.
Au niveau des parents qui sont hésitants par rapport à la vaccination, on va se rappeler qu'il est bien important d'éviter la confrontation. C'est vraiment important d'écouter, d'aller bien comprendre les craintes. Souvent, c'est sur un ou deux éléments, pas sur l'ensemble des éléments. Donc, on va répondre à ces questions, aux éléments sur lesquels il souhaite le parent avoir de l'information et pas nécessairement tout expliquer notre baratin sur la vaccination contre les VPH. L'important, c'est de préserver la confiance. Oui, fournir des ressources crédibles. Et si le parent le souhaite, oui, on peut répondre à des questions, démentir des fausses informations, mais uniquement si la conversation s'y prête. On ne va pas aller d'emblée confronter ou tenter de donner nos explications si le parent ne le souhaite pas. Et on va laisser la porte ouverte à des discussions futures. Parce qu'en bout de piste, c'est vraiment le parent qui décide pour la vaccination de son jeune. Ce n'est pas une vaccination obligatoire. On va s'inspirer de l'approche de l'entretien motivationnel pour échanger avec un parent hésitant. On va être aussi très transparent sur les zones qu'on connaît moins de la vaccination. Par exemple, est-ce que ça va être efficace pendant 40 ans? On ne le sait pas. On a des données jusqu'à 14 ans de suivi. Ça se poursuit. C'est de bon augure, mais on n'a pas de boule de cristal pour connaître l'efficacité au-delà des décennies. Puis, de bien expliquer les systèmes qui sont en place au niveau de la surveillance des effets indésirables, par exemple. Puis, bien montrer que actuellement les données scientifiques sont claires sur les bénéfices surpassent largement les inconvénients. Même chose, on va avoir ce discours-là uniquement si dans la conversation, ça s'y prête et qu'on sent que le parent souhaite entendre ces éléments-là et souvent à la suite de ces questions versus plutôt d'emblée aller avec notre propre discours. Non, on va laisser venir les questions et c'est le parent qui guide la discussion. Un parent qui refuse catégoriquement la vaccination, s'il a des questions, on répond au mieux à ces questions. On ne tente pas de convaincre. On garde la porte ouverte. On reste disponible pour en reparler. Même chose, on s'inspire de l'entretien motivationnel. Certains vont demander, mais pourquoi la couverture vaccin est toujours un petit peu plus basse pour les vaccins VPH que celui contre l'hépatite B? Pourtant, on donnait ces vaccins-là en même temps, 4e année. Ce sont 2 vaccins recombinants avec des mécanismes de fabrication qui se ressemblent beaucoup. Une excellente réponse immunitaire à la préadolescence pour les deux. Ça protège pourtant contre une infection transmissible sexuellement, tous les deux. On a plus de 25 ans de programme de vaccination contre l'hépatite B, plus de 15 ans pour les programmes VPH. S'il y a bien des vaccins qui ont été étudiés à la fois pour leur efficacité clinique et leur sécurité directement sur le terrain, c'est bien ces deux-là. Et donc, malgré toutes ces raisons, on voit une petite différence au niveau de l'acceptabilité du vaccin VPH en comparaison à l'hépatite B. Donc, il faut poursuivre les efforts pour bien expliquer ces vaccins-là, leur mécanisme de fabrication et les données disponibles montrant leur efficacité et leur sécurité. On se rappellera donc que sans vaccination, il y a quand même un fardeau associé aux infections, aux lésions associées au VPH. Et donc, presque tout le monde aura une infection VPH au cours de sa vie. On va prévenir les lésions précancéreuses, les cancers et les condylomes, mais on voit quand même que ce sont des fréquences assez élevées, particulièrement pour les lésions précancéreuses et les condylomes, donc en l'absence de vaccination. Puis que encore, même dans les années 2020, on a plusieurs nouveaux cas de cancer du col de l'utérus diagnostiqués au stade de cancer. Donc au Canada, on parle de 1400, puis près de 300 au Québec, malgré les stratégies de dépistage en place depuis déjà plus de 30 ans. Donc, les grands points clés de ces 3 présentations, donc un fardeau important associé au VPH, particulièrement le type 16, là, qui est le plus fréquent et le plus persistant, malheureusement, qui peut mener à des lésions précancéreuses et cancéreuses associées au VPH. Les vaccins contre les VPH, ce sont des vaccins exceptionnels qui fonctionnent très, très bien. Les gains maximaux sont atteints si on peut être vacciné avant l'infection, donc avant le début de l'activité sexuelle. On va maximiser pour obtenir les plus hauts gains, la couverture vaccinale élevée et réduire les iniquités, donc de vacciner en milieu scolaire. C'est ce qui est jugé le plus
prioritaire. Une dose de vaccin procure déjà une protection très importante. C'est ce qui est recommandé et gratuit jusqu'à 20 ans pour les personnes immunocompétentes ici au Québec. Un calendrier à 2 doses, espacé de 6 mois ou plus pour les personnes immunocompétentes, 21 ans et plus, sont recommandés, donc plus nécessaire d'administrer 3 doses. Mais on va continuer nos 3 doses pour nos personnes immunodéprimées ou infectées par le VIH. Le programme québécois gratuit de vaccination est parmi les plus étendus qu'on a répertoriés avec ceux de l'Australie. Au Québec, les jeunes qui ont été vaccinés lors des premières campagnes de vaccination ont maintenant jusqu'à 32 ans. Et on a vu, entre autres, avec notre étude de prévalence chez les garçons qui n'étaient pas vaccinés, une grande immunité de groupe là, pour l'ensemble de notre population des jeunes ici au Québec. Puis, plusieurs des groupes de personnes qui sont davantage à risque de développer des complications associées au VPH ont accès à la vaccination gratuite. Donc, et on se rappellera que pour les personnes immunodéprimées ou qui sont infectées par le VIH, c'est gratuit jusqu'à 45 ans. Donc, bien diffuser l'information dans les milieux cliniques. Puis également, pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, c'est gratuit jusqu'à 26 ans pour ce groupe-là. En conclusion, donc, la vaccination est une stratégie de prévention efficace, sécuritaire. C'est important de continuer à encourager, oui, la vaccination, mais aussi la participation aux activités de dépistage du cancer du col de l'utérus pour les personnes qui ont un col de l'utérus. De continuer à promouvoir des comportements sexuels sécuritaires, à se faire vacciner, puis à ne pas fumer, qui est un cofacteur important, malheureusement, des lésions associées au VPH. Là, c'est bien le tabac. Puis, on peut faire la différence. Donc, en tant que professionnel de la santé, si on recommande la vaccination et les autres stratégies préventives, c'est un déterminant majeur de mettre en place, que les personnes mettent en place ces comportements préventifs-là, dont la vaccination. Donc, souvent dans les études, on va observer pourquoi vous n'avez pas été vacciné. Bon, personne m'en a parlé. Donc, le fait qu'on ait eu une recommandation est souvent parmi les déterminants clés du comportement préventif qui suit, comme celui-ci souhaité, la vaccination. Je voulais prendre quelques secondes pour remercier les étudiantes en médecine, donc externes, qui ont fait des stages là, à l'Université Laval, Laurie, Gabrielle, Marie-Pierre et Rebecca, qui m'ont grandement aidé à la révision en 2023 et en 2024 de ces présentations. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute.